Nous allons à présent appeler le Père Mba pour notre dernière communication de ce jour. Il va nous parler de la fraternité comme une école de préparation à un mariage heureux et ministère d'accompagnement des foyers. Et nous applaudissons pour lui pendant qu'il s'approche de la table des orateurs. Encore une fois, merci de m'avoir convié à vos travaux. C'est toujours une responsabilité et une joie d'avoir à contribuer à l'édification du peuple de Dieu. Le thème proposé à notre contribution est le suivant, la FFC, une école de préparation à un mariage heureux et ministère d'accompagnement des foyers. La FFC, une école de préparation à un mariage heureux et un ministère d'accompagnement des foyers. Tel est donc le thème de notre contribution. Celui-ci est énoncé à la forme affirmative et non à l'interrogative. Il s'agit donc à notre compréhension de montrer en quoi la FFC est une école de préparation à un mariage heureux et un ministère, entre guillemets, d'accompagnement des foyers. Dire cela, c'est souligner que notre approche sera un peu de mettre en valeur dans la FFC tous les éléments qui en font une école de mariage et un ministère d'accompagnement des foyers. Nous voudrions répondre donc à cet objectif en nous appuyant sur les éléments en notre possession. Nous ne sommes pas membres de la FFC, cependant il existe un certain nombre de documents qui nous permettent d'entrer dans l'esprit de la FFC et dans ce qu'elle met progressivement en place. Spécialement la dernière proposition de statut, le 4e projet en notre possession. Cette approche ne tiendra pas compte des critiques faites par les autres intervenants sur les manquements au texte, ni sur les propositions d'amendement déjà exprimées. Nous serons peut-être un peu plus le chantre de la FFC que le critique. Pour répondre donc à ce projet, nous allons développer un plan en 3 parties. La première partie se veut être un peu un miroir, on va dire, de la vision du fondateur. Nous entendons jouer un rôle de miroir, rappeler à notre auditoire quelle est la vision et les objectifs, on va dire, de la vision fondatrice. Dans un deuxième moment, nous voudrions mettre en relief les différents moyens pris par la FFC pour accompagner, préparer les mariés à leur vocation et donc pour matérialiser la vision. Enfin, la 3e question, simplement nous entendons mettre en valeur en quel sens nous pourrions parler de la FFC comme une école de vie. Tout au long de notre développement, la contribution sera émaillée de suggestions et parfois des questions tout simplement pour ouvrir au partage, à la réflexion commune. J'en viens maintenant à mon premier point, la vision fondatrice, ses objectifs. Je vais
rappeler tout simplement cette vision, les éléments de la vision, en dégager les axes principaux et puis en tirer quelques conclusions. La vision du père fondateur, Monseigneur Adolphe Sochi, était un appel à encadrer les foyers chrétiens selon l'esprit de l'Évangile. Le texte fondateur est le sermon sur la montagne. Et cela, conformément à l'enseignement de l'Église, a ranimé la flamme de la foi dans les foyers chrétiens pour travailler au salut des époux et des enfants, à travailler à plus d'harmonie en favorisant l'amitié conjugale et familiale, à préparer les jeunes aux responsabilités familiales et sociales, à susciter et favoriser l'apostolat des foyers auprès des foyers pour le bien de la société entière. Cet appel consiste en outre à promouvoir la solidarité entre les foyers chrétiens et accueillir les enfants abandonnés pour leur donner un avenir dans la foi, bien sûr. Enfin, la FFC cherche à s'adapter aux nouveaux défis auxquels sera confrontée la famille. De tout ce qui vient d'être dit, nous pouvons dégager 6 axes à la vision fondatrice. Les voici. Premier axe, c'est l'encadrement des foyers, la préparation et le soutien des mariés avec leurs enfants. La préparation et le soutien des mariés avec leurs enfants. Premier axe. Le deuxième axe, c'est la construction de la fraternité et de la solidarité entre les familles. Il s'agit de construire la fraternité entre les familles en développant entre elles un esprit de solidarité. Troisième axe, l'adoption et le soutien aux enfants livrés à eux-mêmes. Quatrième axe, susciter l'engagement des familles pour une évangélisation des familles par les familles. Une évangélisation des familles par les familles. Cinquième axe, il est un peu plus discret dans les textes en ma possession, mais cependant il y est présent, particulièrement dans le premier projet de statut. Il s'agit de sensibiliser les pasteurs aux maux de la famille. Sensibiliser les pasteurs aux maux de la famille. Sixième axe, favoriser la solidarité et la fraternité entre les pasteurs et les familles chrétiennes, notamment en permettant qu'il y ait une forme d'entraide des familles aux personnes consacrées et réciproquement. Voilà donc les grands axes autour desquels se structure en réalité ce ministère au service de la famille. Alors, comme on peut le constater, cette vision obéit à l'ordre de la charité chrétienne, c'est-à-dire que le moteur de la vision est la charité dont nous savons que c'est l'essentiel du mystère de la foi. Dieu est charité, Dieu est amour, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous sommes donc au cœur et au centre de la vocation chrétienne, comme nous sommes au cœur du mystère de la révélation chrétienne. J'insiste sur les deux choses. Le cœur de la vocation chrétienne, c'est la charité, et le cœur de la révélation, c'est Dieu est amour. Deuxième élément, on va dire qui porte cette vision, c'est la mission pastorale de tout pasteur d'église conformément au droit ecclésial. Et je cite celui-ci: les pasteurs d'âme sont tenus par l'obligation de veiller à ce que leur propre communauté d'église fournisse aux fidèles son assistance pour que l'état de mariage soit gardé dans l'esprit chrétien et progresse dans la perfection. C'est le canon 1063, les articles 1 à 4. Nous avons donc ici une authentique réponse ecclésiale aux difficultés de la famille dans notre Église. Voilà
on va dire, présenter cette première partie, dont je rappelle, on va dire, les deux moments importants. C'est les grands axes, la structure de fond de la vision. Et le deuxième axe, on va dire, les moteurs, ce qui est au centre, ce qui est l'âme de cette vision-là. Ce n'est rien d'autre, finalement, que la charité chrétienne et le devoir pastoral. Car c'est un devoir pastoral pour les pasteurs de s'occuper de la famille. Je passe à ma seconde partie. Celle-ci traite des moyens que met en place progressivement la FFC pour préparer et pour accompagner les mariés. Une fois de plus, mes outils de référence sont les textes en ma possession, 2 projets de statut, la première et la quatrième projet de statut, le livre de spiritualité et les ouvrages où il est question donc de l'histoire et on va dire de tous les projets du fondateur. La FFC envisage différentes activités pour la réalisation de la vision fondatrice sur différents plans. Quels sont ces différents plans? Je pense que cette approche met plus de lumière dans tout ce qu'on a dit. On peut mieux comprendre quelle est votre vocation, quelle est votre mission, et donc permettre que la réflexion ne soit pas, comment dire, dispersée, mais que dans les différentes démarches, vous alliez à l'essentiel, donc que vos interventions, vos débats soient constructifs. Alors, voici ces différents plans. Il y a d'abord le plan pédagogique. On relèvera, et celui-ci est le plus dominant, me semble-t-il, la formation, les séminaires, les conventions, les retraites, les partages de la parole de Dieu, le congrès présent sur la famille, tout cela prépare à, comment dire, à la vocation au mariage, en même temps que cela nourrit cette vocation au mariage. Ça, c'est le plan pédagogique, le plan didactique. Au plan spirituel, bien sûr, les éléments peuvent se recouper. Il y a les recollections, les réunions de prière et quelques outils spirituels que le fondateur met en votre possession. Notamment, il y a le livre de spiritualité de la Fraternité des foyers chrétiens et il y a le breviaire de la fraternité. Mais cette spiritualité se déploie sur, on va dire, le serment sur la montagne, sur un contact direct avec la parole de Dieu, sur la divine miséricorde, sur la charité envers les nécessiteux et le témoignage des couples auprès des autres couples. Voilà donc le plan de la spiritualité. Au plan des infrastructures, j'espère ne pas me tromper, mais le fondateur est à ma gauche et son bras droit également. Je ne connais pas totalement, en tout cas, la fraternité, donc je peux être balbutiant dans mes affirmations. Il y a donc un siège permanent pour la fraternité qui est présentement, on va dire, mis en place. Il sera un lieu de réunion, un lieu de rencontre, un lieu d'écoute et un lieu d'agape, certainement. Une maison d'accueil pour les enfants qui se met en place. Ces structures permettront de faire, comment dire, à la fois du social, l'accueil, la réinsertion des enfants, des jeunes, mais aussi des lieux, on peut dire, de visibilité, des lieux de visibilité de la FFC, parce qu'un bâtiment parle, un siège a une visibilité, donc c'est on veut dire, un lieu de rencontre, un lieu d'identification, un lieu de rassemblement.
plan juridique, un statut civil, ASBL, permettant d'aider et d'assister les veufs, les veuves, les orphelins, les enfants abandonnés, mais, et c'est peut-être ici que se trouve la grande faiblesse signalée par les différents orateurs, c'est, on va dire, la fragilité du statut canonique, entre guillemets, de la FFC. Au plan financier, elle propose naturellement dans les statuts des modalités de financement, cotisation, legs, collecte. Un service de comptabilité émerge dans les statuts, mais on attendrait plus d'infos sur le compte, les signatures, une distinction claire entre les biens de la FFC et ceux de son fondateur, lequel, naturellement, peut être le bienfaiteur de l'organe à lui confié par le Seigneur. Néanmoins, nous devons relever que les statuts prévoient des organes de contrôle. Ceux-ci sont-ils déjà en fonction? Il vous revient de répondre à cette question. Au plan structurel et à celui des ressources humaines, réunion de sensibilisation, l'organisation des membres en différents degrés de participation à la FFC, effectifs, actifs, sympathisants. Il y a eu un débat hier sur ces questions-là. Elle dispose de ses règles d'admission, de radiation, de sanctions, de ses organes décisionnels et administratifs, de ses registres, de son secrétaire général. La durée des mandats est précisée, mais il faut noter parfois un flottement dans les critères de nomination des membres du conseil d'administration et parfois, c'est une appréciation personnelle, les mandats peuvent être parfois un peu trop longs. Le rôle du fondateur mériterait quelques compléments. Retenons que les débats d'hier ont montré que cette organisation était retravaillée par les membres de la FFC en commission, bien sûr, et certainement en un moment mieux indiqué. Enfin, il nous semble, au regard des différentes personnes qui ont été présentées et qui participent à ce congrès, que la FFC a à sa disposition des compétences qui ne demandent qu'à être utilisées. Comme cela ressort donc de cette brève analyse de la dernière proposition de statut, 4e projet, la FFC prend les moyens d'incarner la vision fondatrice. Il faut déplorer qu'on ne trouve dans les différents documents aucun programme de formation clair de ses membres, ni des étapes d'intégration progressive. Il est bon que l'appartenance à un mouvement, pour qu'elle soit dynamique, soit parfois, comment dire, progressive. Dans la vie religieuse, vous avez le postulat, le noviciat, n'est-ce pas, les premiers vœux, etc. Donc, parfois dans un mouvement, on gagnerait à avoir des étapes d'intégration. Cela met les gens sur un chemin de croissance et donc aussi un chemin d'exigence. Un tel programme cohérent de formation prendrait en compte la doctrine de l'Église, cela va de soi, mais également les orientations pastorales ecclésiales locales et les problématiques du champ pastoral local, naturellement aussi. Voici quelques thématiques qui peuvent inspirer un tel programme. Je les jette pêle-mêle. Je parle des thématiques. Psychologie masculine et féminine. Les différentes formes d'amour. L'appel universel des baptisés à la sainteté. Les trois états de vie. L'Église, famille du peuple de Dieu. La vocation sacerdotale et religieuse. La vocation au mariage et la maturité humaine. Mariage coutumier et civil, mariage sacramentel, la gestion des biens et budget familial, sexualité et maternité et paternité responsable, contraception et régulation naturelle des naissances, gestion des parents et des enfants hors mariage, les droits et les devoirs fondamentaux des fidèles laïcs dans l'Église, dialogue et communication en famille, gestion des conflits, l'éducation chrétienne des enfants, le pardon en famille, la célébration du mariage et les célébrations familiales,
la prière en famille, l'apostolat des laïcs, le veuvage et les deuils, le droit du mariage, dispense, empêchement, nullité, etc., les recréations familiales et les moments de qualité en couple, la Sainte Famille, modèle de famille, les violences conjugales, les déviations sexuelles et la famille, l'Eucharistie et la confession, le droit conjugal, civil et coutumier, la famille chrétienne, l'hospitalité. Ces thèmes seraient développés, accompagnés naturellement de célébrations pour que l'on lit la réflexion et la prière. La réflexion et la prière. Bien sûr, de telles propositions pourraient être mieux articulées. Nous les avons jetées pêle-mêle, mais on pourrait tout à fait les systématiser pour que leur déploiement soit beaucoup plus cohérent et donc plus pédagogique. Il nous semble également qu'il faudrait une formation à l'écoute offrant des outils psychologiques et psychothérapeutiques. C'est important. Si on veut pouvoir faire de l'accueil de couples en difficulté, l'accueil de personnes rejetées et blessées, il faut un certain nombre de compétences. Tout ne relève pas que du charisme et de la bonne volonté. Il y a parfois, comment dire, un minimum de formation à acquérir. Ici, les outils psychologiques harmonisables avec la foi et les outils thérapeutiques. Une question avait été posée le matin ici, qui invitait à proposer quelque part des recettes. Eh bien, c'est aussi, des métiers, n'est-ce pas, dont il faut, on va dire, que les chrétiens acquièrent une certaine expertise pour pouvoir l'apporter, à l'Église, tout simplement. Les prêtres ne peuvent pas tout avoir, c'est impossible. En fait, c'est Bac plus 7, en plus, s'il veut faire des études spécialisées, c'est encore peut-être 4 ans, 7 ans, vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Donc, la présence des laïcs est tout à fait bienfaisante et bienvenue. Donc, une formation à l'écoute, l'acquisition des outils psychologiques et psychothérapeutiques pour soutenir l'accueil des couples en difficulté et même des enfants en difficulté serait la bienvenue. Il faudrait donc s'ouvrir au lieu d'église où un tel travail est déjà entamé. Nous avons donc besoin de nous ouvrir à d'autres expériences ecclésiales parce que la mutualisation de l'expertise nous permet d'aller plus vite et de gagner du temps. N'est-ce pas? Sinon, on part de zéro, nous allons balbutier et on avance péniblement. Il convient de signaler que le fondateur a annoncé au présent congrès l'élaboration d'un tel programme, et aussi de dire que ce qui se fait, ce qui est déjà fait, est bien plus important que ce qui fait défaut, ce qu'il y a encore à faire. C'est avec cette dernière affirmation, je passe au troisième point de mon propos. La FFC, une école de vie. Cette analyse des statuts et des documents de la FFC montre que celle-ci est un instrument pastoral qui se veut efficace pour ses objectifs au service de la promotion et de la restauration du mariage chrétien. Ces réalisations méritent respect et même admiration. Il faut le dire, au risque d'être négatif. Certes, il est difficile de faire un bilan de ces activités, mais le nombre de conventions, j'ai essayé de regarder le document, on a eu une vingtaine. C'est du travail, c'est de l'énergie déployée, n'est-ce pas? Des retraites, des réalisations au service de la famille, on peut dire que le bilan est globalement positif. Les différents thèmes développés sont en reste fidèles au projet initial de consolidation de la vocation familiale. J'ai des documents mis en ma possession, j'ai regardé tous les thèmes et j'ai vu qu'ils sont fidèles, à la vision fondatrice. De nombreuses familles, à en croire les photos également, des conventions et les témoignages, ont pu être édifiées sur leur propre vocation,
Cette formation a bénéficié du soutien d'un large panel de personnes de ressources comprenant des clercs, des religieux, des laïcs mariés et des célibataires laïcs. Sous le regard bienveillant des pasteurs, comme encore en ce congrès, la FFC se révèle donc un moyen et un lieu de formation des mariés et des autres vocations à la doctrine chrétienne du mariage, à ses exigences et à ses grâces. Ces moments de formation auxquels sont associés les moments de prière et de fraternité depuis un quart de siècle n'ont pas manqué de souder les nombreux membres de la FFC entre eux et de leur apporter une meilleure connaissance de leur vocation matrimoniale. Ils n'ont pas manqué de permettre l'apprentissage du vivre ensemble, et je signale, toujours difficile. S'il est difficile à un homme et une femme de vivre ensemble, il est encore plus difficile lorsque vous mettez, comment dire, différentes personnes ensemble, différents couples, différentes familles. Nous l'avons dit ce matin, chacun d'entre nous est une planète, un monde, n'est-ce pas? Mais, comme école de formation de vie chrétienne, c'est aussi un lieu de difficulté, et je souligne, à relever ensemble. Un lieu de difficulté à relever ensemble, dans le partage de la même vision que j'ai rappelée et l'esprit de fraternité que souhaite développer le mouvement. Ne serait-il donc pas opportun, dans un lieu et un moment mieux indiqués, de faire une évaluation de ces difficultés à surmonter, sous peine de les répéter inlassablement après 25 ans de cheminement? Il semblerait que le mouvement ait connu quelques désaffections. Je conclus mon propos. Après 25 ans de présence ecclésiale active, on peut dire que la FFC a acquis sa place dans le paysage pastoral local. C'est une présence effective. Sa vision est éminemment prophétique. C'est une mission, une vision prophétique. Car elle s'inscrit dans les préoccupations des pontifes romains et des évêques. Elle répond aux besoins des églises locales en offrant des solutions évangéliques concrètes. On n'est pas dans la parlotte, même si un congrès c'est un lieu de réflexion, d'approfondissement, mais nous ne sommes pas que dans, comment dire, la théorie. La FFC se propose et propose des instruments concrets. Ils ne sont pas parfaits, mais s'il vous plaît, toute réalité humaine est perfectible. N'est-ce pas? On ne naît jamais grand, on est petit. On ne naît jamais grand, on est petit. N'est-ce pas? C'est donc une expérience pastorale de poids. Je l'affirme, c'est une expérience pastorale de poids qui a la valeur que seul confère le temps et l'expérience, qu'il faut encourager et pourquoi pas exporter. Néanmoins, tout le monde ne l'adoptera pas et ce serait faire fausse route que de l'espérer. C'est une proposition pastorale, oui. Dans l'Église, il y a différents outils pastoraux. Dans l'Église, il y a différents mouvements de spiritualité. Un mouvement ne s'impose jamais. Il est adopté parce qu'il correspond, on va dire, aux attentes d'un certain nombre d'individus. Et puis, il y aura une autre proposition parallèle et tout cela vient enrichir le tissu ecclésial de différentes, comment dire, propositions. Et c'est cela la grande richesse de l'Église catholique. Vous avez une diversité de congrégations religieuses. Vous avez une diversité de mouvements. Pourquoi cette diversité? Eh bien, parce que les attentes sont multiformes. Pourquoi cette diversité? Eh bien, parce que le besoin est important. Chacun doit pouvoir trouver un lieu où il se sent, comment dire, à même de communier à son Dieu. C'est donc une création pastorale originale qui vient enrichir le patrimoine ecclésial et qui manifeste que les églises africaines peuvent trouver elles-mêmes des réponses valables à leurs problématiques. Cette initiative pastorale doit trouver les encouragements afin de permettre à nos églises
d'enrichir l'Église universelle de leurs outils pastoraux. Nous ne pouvons pas être que des consommateurs. Il y va de notre identité, de notre dignité, de l'authenticité de notre christianisme. Une Église sans créativité pastorale, qui vit dans le copier-coller, est en quelque manière stérile et peut-être même folklorique. Comme proposition pastorale, la FFC reste perfectible, heureusement, parce que si elle ne l'était pas, nous ne serions plus sur la terre et vous n'auriez plus besoin de réfléchir et de travailler. Vous seriez uniquement des consommateurs. Il faudrait un amendement plus ou moins urgent de ces statuts, amendement souhaité lors, on va dire, des débats et des échanges hier, mais préparé en commission et adopté en assemblée générale pour créer un consensus important. Voilà l'avantage. Quand un travail est fait, en groupe, en commission, en assemblée générale, on fédère. Et tout le monde se sent participant, comment dire, de la construction. Tout le monde se sent, comment dire, impliqué dans le projet. Il faudra en outre porter une attention particulière à donner à la FFC, ses formateurs à l'interne, mais également ses propres apôtres ou missionnaires. Ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez une âme. Il y a la vision, le fondateur accompagne, mais il faudrait que parmi vous, il y ait des hommes et des femmes capables, comment dire, de porter ce projet-là, qui vibrent, qui sont un peu comme l'âme, la cheville ouvrière, qui sont capables d'être, entre guillemets, les propagateurs ou les prédicateurs ou les missionnaires, comment dire, de cette création ecclésiale. Il le faut. Sinon, vous êtes condamnés à être des consommateurs. Et sinon, on pourrait avoir de beaux statuts. OK. Mais vous savez, personnellement, j'ai vécu en Europe, beaucoup de prêtres ici. Les structures ne manquent pas. Hein. Vous avez des châteaux. Vous avez, comment dire, des immeubles abandonnés. N'est-ce pas? C'est la ressource humaine qui fait la différence. La vraie richesse d'une communauté, ce sont les personnes. Ce sont les personnes. OK? Une maison sans personne, vous savez ce qui lui arrive. Amen. Il faut donc voir loin et vous engager. Enfin, pourquoi ne mettrons pas le mouvement sous le patronage d'un saint? Il me semble que je peux me tromper, je ne connais pas bien, hein, mais il me semble que je n'ai pas vu une figure patronale importante, si possible familiale. Une devise serait également la bienvenue. Il me semble qu'il y a une devise, mais elle n'est pas visible. On m'a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a. Bon, ce n'est pas visible sur le logo. Hein. Il y a une, comment on appelle ça, une référence biblique. OK? Cela rendrait plus communicatif à la fois le symbolisme et les couleurs de la fraternité. Avant tout, la FFC doit obtenir un statut canonique plus explicite. Elle jouit d'une présence locale importante, bénéficie de la reconnaissance orale et tacite de l'ordinaire du lieu, et la fraternité s'est même exportée dans d'autres diocèses. Elle a reçu une bénédiction apostolique du souverain pontife, une reconnaissance canonique explicite s'impose. Elle s'impose. Tant qu'on a un petit groupe, droit d'association, de réunion des fidèles, évoqué hier, on peut se réunir librement à l'église. Dès lors que le groupe se structure et prend la place dans un diocèse, il faut une reconnaissance explicite. Donc, avec un décret, j'ai vu que dans les livres des statuts, il y a des références juridiques de la reconnaissance civile. Voilà. Donc, c'est une démarche canonique juridique. OK? Une reconnaissance canonique plus explicite
style association privée de fidèles serait la bienvenue, car moins contraignante. Elle est moins contraignante. Il y a des juristes ici, des avocats, elle est moins contraignante. Il n'y a peut-être pas de canonisme, mais elle est moins contraignante. Pourquoi? Parce qu'elle permet une plus grande autonomie de fonctionnement. OK? Si elle est publique, les exigences seront importantes, les exigences seront, comment dire, difficiles à vivre. Si la FFC jouit d'un statut juridique civil, elle se doit aussi d'avoir un statut juridique ecclésial explicite, d'autant plus que le mouvement s'est exporté dans d'autres diocèses. En principe, quand un mouvement s'est exporté dans d'autres diocèses, canoniquement, à un moment donné, il faut la reconnaissance de la conférence épiscopale. Mais déjà une reconnaissance de type association privée fidèle et laïque permet à un mouvement de vivre tranquillement. La bénédiction pontificale n'en tient pas lieu, mais elle constitue un atout. OK? Elle constitue un atout. OK? Un encouragement pour l'obtention de cette reconnaissance canonique. Celle-ci requiert uniquement le dépôt des statuts, au moins 4 pages, et une lettre de demande explicite de reconnaissance à l'ordinaire du lieu. C'est des statuts au moins 4 pages, et puis commander une lettre de demande de reconnaissance. Si elle est obtenue, l'évêque fait un décret qui est daté, numéroté, etc. Bref, la FFC est une proposition pertinente dans la pastorale de la famille. Prions afin qu'elle aille de l'avant. Prions afin qu'elle aille de l'avant. Par rapport au travail abattu, l'essentiel et le gros a été fait. L'essentiel et le gros a été fait. La fécondité est évidente. Vous avez résisté à l'épreuve du temps, c'est 25 ans. La fécondité est évidente. On peut créer virtuellement une association, mais s'il n'y a pas de personnes. Or, vous avez un nombre important d'adhérents, n'est-ce pas? La fécondité est évidente. Le mouvement s'est exporté dans d'autres diocèses. La fécondité est évidente. Il y a certainement beaucoup qui ont trouvé leur vocation au mariage, comment dire, au contact de votre réalité ecclésiale. Oui, par rapport au travail abattu, l'essentiel et le gros a été fait. Prions pour que la FFC progresse toujours et pour qu'elle connaisse une fécondité ecclésiale et sociale qui lui assure un rayonnement plus important au-delà, comment dire, des frontières de l'Église locale. Je vous remercie.